Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est probablement la vidéo la plus importante que j'ai réalisée jusqu'ici, puisque cette vidéo va nous permettre de placer le crack actuel en contexte, et donc de nous donner des repères pour la suite. Alors du coup je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'ai calculé de nombreuses statistiques qui nous permettent de remettre le crack actuel en contexte. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors les cracks boursiers font toujours la une de la presse, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a un crack boursier, en réalité, derrière, on a potentiellement un retournement économique. D'accord? On dit généralement que les marchés anticipent l'économie avec 6 mois d'avance. Alors parfois c'est une anticipation de ce qui va se passer au niveau de l'économie, c'est-à-dire que le marché a 6 mois d'avance par rapport à une récession qui va devenir effective dans les chiffres 3 à 6 mois plus tard. Parfois également c'est le crack qui génère la récession. Alors c'est un peu le cas en ce moment, puisqu'on a un catalyseur qui est la pandémie, et ce crack boursier peut se transformer en crise économique profonde. Donc ici on a 3 niveaux de compréhension. On a une pandémie qui oblige les gens à rester chez eux et donc qui bloque totalement l'économie. On a un krach boursier qui pourrait potentiellement se transformer en crise financière. Et in fine, on a potentiellement une récession massive à venir. Alors, bien entendu, les krachs boursiers font toujours la une de la presse, comme on le voit ici. Donc là, c'est un extrait du Wall Street Journal de 2007-2008. Et on le voit ici, un autre extrait du New York Times, cette fois-ci, donc pour l'année 1987. Alors on pourrait ressortir tous les articles de presse des précédents crachs boursiers. L'idée c'est qu'en fait dès qu'on a un krach boursier, ça fait la une de la presse, les gens paniquent. Les gens paniquant, donc les gens potentiellement sont également des investisseurs, retirent leurs fonds et les marchés s'écroulent davantage. Alors mon idée dans cette vidéo, ce n'est pas de faire du catastrophisme, mais plutôt de prendre du recul en analysant les différents crachs qui ont eu lieu, notamment sur le marché américain, depuis 1929. Et donc de replacer ce krach boursier en contexte. Alors, petite histoire des krachs boursiers rapidement. Les krachs boursiers sont récurrents en bourse, donc ça, quand on est un investisseur débutant, il faut bien en avoir conscience, et c'est pour ça généralement qu'on entend que la bourse est trop risquée et qu'il ne faut pas y aller. Et c'est généralement cette raison qui amène de nombreux investisseurs à ne jamais investir en bourse. Donc, il faut en avoir conscience, les krachs boursiers sont récurrents en bourse et font partie de l'investissement boursier. Alors, j'ai pris quelques exemples ici, alors principalement aux États-Unis, mais un peu en dehors pour vous montrer qu'en fait les crachs touchent toutes les classes d'actifs et à n'importe quelle période de l'histoire. Et donc, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc, j'ai pris un premier exemple ici avec les États-Unis, donc sur le marché action, octobre 1929, donc on a un krach boursier gigantesque. L'indice américain perd 23,6% en 2 jours seulement. Et ensuite, l'indice américain perd, donc ici le Dow Jones perd 89% en 3 ans. D'accord? Donc 89% en 3 ans, ça doit être notre benchmark en nous disant que potentiellement un krach boursier, dans le pire des cas, c'est quasiment 90% de la valeur de l'indice qui disparaît. Voilà, donc ça c'est notre point de repère. On n'oubliera pas ce moins 90%. Ici c'est en 3 ans. 3 ans nous donne un premier point de repère. Alors, deuxième exemple, toujours aux États-Unis sur le marché action, krach d'octobre 1987, le Dow Jones perd 23% en une seule journée seulement et 35% en 3 mois. D'accord? Donc, deuxième exemple, un peu plus récent, un choc extrêmement violent qui ressemble potentiellement au choc auquel on assiste. Alors je vais en parler après, mais le choc auquel on assiste aujourd'hui est un choc potentiellement plus violent et avec potentiellement plus de répercussions dans le temps. Je vais en parler après. Troisième exemple, donc au Japon cette fois-ci, donc on a une bulle sur le marché action dans la deuxième partie des années 80. Décembre 1989, tout le monde passe un superbe réveillon de Noël, les marchés sont au plus haut. Janvier 1990, début du crack, alors début du bear market en tout cas au Japon, et l'indice japonais, donc le Nikkei 225 perd moins 64% en 3 ans. Donc toujours cette idée de 3 ans, 3 ans est un bon point de repère pour ce genre de situation, et je vous le montrerai après. Donc
Ensuite, on a un autre exemple, cette fois-ci en Asie, donc sur les marchés actions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crise financière asiatique. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que c'est pareil, on a une forte spéculation sur les marchés asiatiques. Les marchés asiatiques se développent très rapidement, donc la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud. Et donc, tous ces pays se développant très rapidement, on a une entrée de capitaux très importante dans ces pays, et en fait, le marché action de ces pays explose totalement à la hausse. Donc le marché action de ces pays s'emballe totalement et on a une bulle spéculative immense tant au niveau du marché action qu'au niveau du marché immobilier. Alors ce qui se passe comme toujours, c'est qu'à un moment le marché se retourne et donc on a des devises dans ces pays qui s'effondrent totalement et entraînant avec elles le marché action. Et donc là j'ai pris l'exemple de la Corée du Sud qui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est un marché qui ressemble probablement le marché asiatique, en tout cas dans le sud-est asiatique, qui ressemble plus à un marché développé. Et donc le marché action sud-coréen en fait chute de 65% en quelques mois seulement et perd 75% en 3 ans. Donc toujours cette notion des 3 ans. Autre exemple aux États-Unis, donc encore sur le marché action, donc cette fois-ci on est en l'an 2000, donc on a assisté à une énorme bulle spéculative sur les valeurs technologiques américaines, toutes les valeurs qui se terminaient par .com, on appelle ça la bulle des .com. Alors ce qui se passe c'est qu'en avril 2000, on a un éclatement de la bulle et le Nasdaq perd 9,6% en une journée. Et ensuite l'indice Nasdaq, donc des valeurs technologiques américaines, donc ici pour être précis, le Nasdaq 100 perd 78% de sa valeur, toujours en 3 ans. Donc 3 ans ici est toujours un excellent point de repère. Toujours aux États-Unis, toujours sur le marché action, cette fois-ci en 2008-2009, on a une explosion de la bulle immobilière qui s'est formée au cours de la décennie précédente. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici c'est le S&P 500, en fait le S&P 500 s'effondre et perd 57% de sa valeur en 2 ans. Donc ça c'est un autre point de repère. C'est la crise la plus récente par rapport à aujourd'hui. Et donc on a un indice américain qui chute d'un peu plus de 50%. Alors j'ai pris un autre exemple, donc cette fois-ci sur le monde, sur une autre classe d'actifs. Alors classe d'actifs potentiels, puisque tout le monde n'est pas d'accord au sujet du fait que les crypto-monnaies sont ou ne sont pas une classe d'actifs. Le Bitcoin perd moins 69% en 2 mois et moins 85% en 1 an. Donc vous voyez, les cracks touchent tout type d'actifs. Alors ça peut être les actions ici, les crypto-monnaies, mais c'est également sur les devises. C'est-à-dire que pendant la crise asiatique de 1997, on a des devises comme la roupie indonésienne, le won sud-coréen qui ont perdu entre 40 et 60% de leur valeur. Donc voilà, qui se sont fortement dépréciés. Donc c'est vraiment un crack qui peut toucher tout type d'actifs. Et finalement, aux États-Unis, sur le marché action 2020, on a une baisse de moins 12,9% et moins 10% sur 2 séances différentes et l'indice perd 33% en un mois. Donc ici le S&P 500. Moins 33% en un mois. Donc vous voyez qu'en fait, historiquement, les cracks boursiers sont récurrents et on a des périodes qui peuvent osciller de quelques mois, comme ici en 1987, à quelques années, généralement 2-3 ans. Alors on va essayer de rentrer plus dans les détails ensuite. Mais on va commencer ici par une comparaison du crack actuel avec le crack de 1987, puisqu'en fait certains économistes se sont amusés à superposer les deux graphiques, et on voit qu'en fait on a vraiment des choses similaires entre les deux, puisqu'en fait on a un crack en 1987 qui démarre un peu plus lentement, vous voyez, et pour accélérer ensuite avec une chute énorme de moins 23%, donc sur la seule journée d'octobre 87, sur une seule journée d'octobre 87, alors qu'en 2020 on a un crack qui avance un peu plus loin, qui démarre un peu moins rapidement, qui commence à tomber un peu moins rapidement, c'est-à-dire qu'ici le marché se reprend. Par contre la chute se passe ensuite en 2 temps, vous voyez, une première chute, petit rebond, deuxième chute, mais ces 2 chutes sont extrêmement violentes. Et au final, si on compare le passage du point haut au point bas, le crack de 2020 est beaucoup plus violent que le crack de 1987.
Alors la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que le marché peut rebondir et en fait, vous voyez, marquer une sorte de bottom ici et repartir de l'avant? C'est une possibilité. Pour autant, comme je l'ai mentionné avant dans la vidéo, on a des éléments qui laissent penser qu'en fait ce crack n'est pas qu'un crack de purge, mais on a des éléments qui laissent penser que ce crack va se transformer, ou en tout cas de fortes probabilités de se transformer en récession. Et qui dit récession dit que potentiellement on n'a peut-être pas touché le bottom ici sur le marché américain et sur les bourses du monde entier. Alors on va rapidement regarder la psychologie d'un crack. Alors ceci est un graphe qui est très connu. Alors par contre je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur. Si quelqu'un a le nom de l'auteur et connaît la source, je le veux bien sous la vidéo. Je le mentionnerai ensuite dans la vidéo parce que j'aime bien citer mes sources. Donc c'est un graphe qui nous montre en fait l'évolution de la psychologie et des différents intervenants sur le marché au fur et à mesure qu'un cycle se développe, avec un retournement, donc un retournement à un moment, et puis un retour en fait en situation de départ. Alors on a 4 phases. On a ici une première phase, en fait ça c'est quand le marché s'est déjà effondré par exemple, que le marché s'est retourné, qu'on a déjà eu un bear market. On a une première phase en fait qui est une phase furtive ici, donc c'est-à-dire une phase calme, il ne se passe pas grand chose. Et on a ce qu'on appelle généralement la smart money, et en fait donc c'est les gens, les investisseurs les mieux informés, smart money, qui commencent en fait à acquérir des actifs. Ensuite, on a une deuxième phase, donc vous voyez, on a un take-off ici, donc c'est-à-dire que le marché action commence à, donc le marché action ou un actif en particulier, hein, c'est la même chose. On a un décollage ici et donc on a un début de prise de conscience en fait des autres investisseurs, donc ici les investisseurs institutionnels. Donc en fait la smart money, on va dire que ce sont les investisseurs qui sont un peu en avance sur les investisseurs institutionnels, mais qui font partie de ces investisseurs institutionnels. Donc c'est la smart money parmi les investisseurs institutionnels. Ok, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a un premier sell-off, et donc ici, les institutionnels se disent ok, bon, bah, c'est probablement terminé, il faut vendre. Donc on a une sorte de bear trap ici. Donc un bear trap, c'est en fait c'est un piège à baissier, c'est-à-dire qu'en fait les investisseurs pensent que on a touché un plus haut ici et donc ça ne sert à rien de continuer à investir. Et puis en fait le marché se reprend et puis on rentre dans la phase numéro 3 dans laquelle en fait le public va commencer à participer. Donc le public c'est vous et moi, c'est les investisseurs particuliers et parmi ces investisseurs particuliers de nombreux débutants. Alors ce qui se passe généralement c'est qu'en fait vous voyez les médias commencent à parler d'un sujet, donc ça peut être parler du marché, c'est-à-dire oh le marché est en hausse, on a pris 15% cette année, on a pris 20%, les investisseurs particuliers sont sous-investis en bourse, et donc il y a un début d'enthousiasme qui se crée. Et puis à un moment il y a donc greed en anglais, puisque en fait les gens commencent à avoir peur de rater la hausse. Et donc en fait on est dans cette troisième phase. Et en fait vous voyez c'est une phase de manie, c'est-à-dire que tout le monde devient obsédé par la bourse ou par une action en particulier. Donc on pourrait prendre l'exemple de l'action Tesla par exemple, c'est-à-dire qu'à un moment tout le monde se met à en parler, il y a un enthousiasme énorme, les médias sont là derrière à insister pour dire que c'est vraiment une superbe action, et puis tout le monde s'emballe. Ok, et donc ici en fait tout le monde pense que tous les investisseurs pensent qu'ils vont devenir riches très rapidement, c'est ça l'idée. Et en fait ici à chaque fois quand on arrive ici en fait tout le monde dit mais oui mais cette fois c'est différent. Cette fois c'est différent et le marché ne se retournera pas. En fait on est parti pour 10 années encore d'ascension. Et en fait c'est là où il faut se méfier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cette phase-là, alors on ne sait pas si on va s'arrêter là ou là ou là ou là, mais une fois qu'on est dans cette phase-là d'euphorie, avec de nombreux nouveaux entrants qui arrivent et qui mettent leur argent sur le marché sans rien y connaître, ce qui se passe derrière c'est que le marché en fait corrige, c'est-à-dire que la smart money, elle sort du marché. Elle commence à vendre le marché, en fait elle revend ses parts au public qui arrive. Donc vous voyez en fait la smart money en fait liquide ses actions en les vendant au public un peu aveugle qui se précipite sur les sommets. Ensuite on a une chute du marché. Alors ici généralement on a un rebond et on a ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde se dit ok il faut que j'achète le dip. Vous savez en anglais on a l'expression buy the dip.
Donc il faut acheter la chute du marché. Tout le monde se précipite en disant ok c'est bon, c'est comme d'habitude, le marché va rebondir et repartir plus haut. Et en fait c'est un piège. C'est-à-dire qu'ici la smart money et une partie des investisseurs institutionnels commencent à vendre sur cette partie ici. Vous voyez? Et donc en fait ce qui se passe derrière c'est qu'on marque de nouveaux plus bas. Et quand on marque de nouveaux plus bas, ben, ça signifie qu'en fait on est sur un marché baissier et qu'on n'est plus sur un marché haussier. Et donc il y a une sensation de peur qui s'installe, et comme tout le monde se met à paniquer, il y a de plus en plus de vendeurs dans le marché et de moins en moins d'acheteurs, et donc on a beaucoup plus d'offres que de demandes, et quand on a beaucoup plus d'offres que de demandes, ce qui se passe c'est que le marché action crash, tout simplement. Donc le marché crash, et à un moment on a une capitulation, c'est que tout le monde renonce en fait en se disant allez c'est trop tard, je vais couper mes positions parce que je ne veux pas perdre plus d'argent que j'ai déjà perdu. Et donc en fait au final on revient dans cette phase d'explosion de la bulle, hein. C'est la dernière phase, et donc c'est la phase de crack dans un premier temps et éventuellement la phase de bear market dans un second temps. Et on arrive dans une phase en fait extrême, c'est-à-dire qu'en fait ici on a un retour à la moyenne, vous voyez ça c'est la moyenne en noir, donc c'est une droite qui représente la moyenne. Et en fait on a un retour à la moyenne ici, et en fait on va généralement chercher des points qui sont en dessous de la moyenne, c'est-à-dire bien en dessous du niveau que les investisseurs attendaient pour pouvoir acheter. Et donc on a une forme de désespoir ici où tout le monde anticipe en fait une dépression, une fin du monde, etc. Et donc généralement c'est à un niveau, quand on est dans ces niveaux-là, que plus personne ne veut d'action, et il y a un autre phénomène important, c'est qu'en général il y a un manque de liquidité dans le marché. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent dans le marché, et donc qui sont à sec au niveau liquidité, et on a beaucoup d'investisseurs qui voulaient rentrer sur ces niveaux en se disant chouette on va pouvoir encore, ou sur ces niveaux, qui se disaient chouette on va pouvoir profiter des soldes, et qui en fait sont rentrés sur ces niveaux et ont perdu leur liquidité et se retrouvent également à court de liquidité. Au final, seuls les investisseurs qui ont beaucoup de liquidité de côté se permettent et peuvent se permettre de racheter le marché ici. Alors ce sont des investisseurs un peu à la Warren Buffett, hein. Vous savez que Warren Buffett dans son fonds Berkshire possède actuellement à peu près 33-34% de liquidité. C'est-à-dire qu'en fait il a investi à 67% de son portefeuille et il a 33-34% de ses avoirs en cash. Donc c'est ce genre d'investisseur qui va pouvoir acheter le marché sur ces niveaux. Et puis ensuite on a une reprise du marché et un retour à la moyenne. Et donc ce qui se passe généralement, c'est qu'on a un marché qui va se stabiliser. En fait, on revient dans cette phase-là, et puis on repart pour un autre cycle haussier, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est vraiment la psychologie qui est liée au passage, à la transition entre cycle haussier et cycle baissier. Alors ici j'ai récupéré un graphe, donc c'est un graphe qui nous vient du docteur Jean-Paul Rodrigue, donc qui travaille sur les bulles, qui travaille sur les bulles spéculatives. Et donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a repris ce graphe et qu'il l'a superposé en fait aux différentes bulles et différents cracks qui ont eu lieu donc sur le marché action en 1929, sur le marché action en 2000 et sur le Bitcoin en 2017. Et donc vous voyez qu'ici on retrouve un take-off, un sell-off ici, puis la phase où les médias commencent à faire attention, phase d'enthousiasme, phase d'avarice ici, et puis le retournement du marché, le bull trap, et puis la capitulation. Donc ça c'était pour le crack de 1929. En 2000 on retrouve exactement la même chose, ce graphique est magnifique. Donc toujours la même chose, hein, le sell-off, l'attention des médias, l'enthousiasme, l'avarice, cette fois c'est différent, le retournement, le bull trap et ensuite la capitulation. Et le désespoir ici puisqu'on redescend bien en dessous de la moyenne. Et alors sur le Bitcoin, ben, c'est la même chose, hein. Donc on a un take-off ici un peu plus tôt, on a un first sell-off ici, donc une première vente ici, un bear trap, l'attention des médias, voilà, le Bitcoin c'est génial, c'est l'avenir, l'enthousiasme, le public qui participe énormément, le retournement, et puis le bull trap, et puis ça crache. C'est toujours la même histoire. Donc les cracks boursiers et la bourse, c'est toujours la même histoire qui se répète. Alors on n'a jamais les mêmes catalyseurs, mais c'est toujours la même histoire qui se répète. Et donc quand on a conscience de ça,
On a conscience non seulement qu'il faut faire attention quand on est sur des niveaux de prix extrêmement élevés, et donc on peut faire un peu attention à ce qui se passe au niveau notamment des médias, puisqu'en fait, selon le message qui est donné par les médias, on peut avoir une idée. Donc si on fait l'association entre le message qui est donné par les médias et le niveau de prix sur différents marchés actions, on peut se repérer ici. On peut arriver à voir à peu près où on est dans le cycle, ce qui nous permet d'être méfiant. Et le deuxième point important, c'est qu'en fait, on peut également savoir où on est dans le cycle et savoir à peu près où est-ce qu'on doit racheter le marché. Alors, il y a une troisième stratégie qui consiste uniquement à se dire j'achète le marché régulièrement. Et c'est une stratégie qui convient également, puisqu'en fait, en achetant le marché régulièrement, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous allez acheter la moyenne ici. Et donc à long terme, vous allez être quand même gagnant et vous aurez un rendement positif à très long terme. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré quelques stats. Alors sur Wikipédia, alors c'est pas ma source préférée, mais a priori ils ont une base de données assez bien tenue. Donc ici des hausses les plus importantes en pourcentage et des baisses les plus importantes en pourcentage depuis que la bourse américaine existe. Donc ici c'est sur le Dow Jones il me semble. Alors ici on voit des choses très importantes. La première chose, c'est qu'en fait quand vous comparez les dates à gauche et à droite, donc c'est-à-dire les hausses les plus importantes en pourcentage et les baisses les plus importantes en pourcentage, vous allez retrouver à peu près les mêmes périodes. Alors pourquoi? C'est parce que pendant un crack en fait, et donc pendant un bear market, généralement ce qui se passe c'est qu'on a des baisses extrêmement violentes et des rebonds extrêmement violents. Donc en fait les rebonds extrêmement violents sont seulement la caractéristique qu'on est dans un crack ou dans un bear market. D'accord? Les rebonds les plus violents ont lieu dans ces périodes-là. Ça c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est qu'en fait, vous voyez, on retrouve au sommet les cracks les plus marquants de l'histoire, et j'en ai parlé juste avant. Donc on retrouve le crack de 1987, hein, vous voyez. En une journée ici, on avait moins 22,6%. Alors mes chiffres diffèrent un peu, ça dépend si on se base sur le S&P 500 ou le Dow Jones. Alors on note des points importants ici. C'est qu'en fait on retrouve toutes les dates que j'ai mentionnées avant, c'est-à-dire 1987, vous voyez, donc plus grosse chute de l'indice avec une baisse de moins 22,6%. Également en 1987, vous voyez une chute de moins 8%. Et on retrouve également l'année bien entendu 1929 avec plusieurs chutes majeures, donc moins 12,8%, moins 11,7% et moins 9,9%. Et on retrouve également l'année 2008, donc année extrêmement marquante, donc moins 8% ici, moins 8% quasiment ici et moins 7,3% ici. Et on retrouve enfin l'année 2001, donc marquée ici par les attentats du 11 septembre. Et donc on avait une journée ici, donc le 17 septembre, donc 6 jours après les attentats, avec une baisse de l'indice de moins 7%. Alors la question qu'on se pose, c'est où est-ce que se placent les dernières séances de l'année 2020, d'accord, pour savoir où se situe le crack actuel. Alors le crack actuel se situe ici, vous voyez, on a ici un pourcentage de baisse de moins 12,9% donc à la date du 16 mars 2020, donc en deuxième position historique, donc c'est-à-dire la deuxième baisse la plus importante de toute l'histoire du marché américain. On a également un crack ici, donc une chute sur une journée de moins 9,99%, donc en date du 12 mars 2020, donc cinquième baisse la plus importante en pourcentage de toute l'histoire du marché américain. On a également la 13e baisse la plus importante de toute l'histoire du marché américain avec moins 7,79%, et on a également à gauche la hausse, donc la 10e hausse la plus importante de l'histoire du marché américain le 13 mars 2020 avec une hausse de plus 9,36%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en fait on est dans un des cracks les plus importants de l'histoire du marché américain. Alors pourquoi l'un des plus importants? Tout simplement parce qu'en termes de violence du choc, on a ici la deuxième baisse la plus importante de l'histoire. Donc dans le top 20, on retrouve 3 séances de mars 2020. Et vous voyez que quand on retrouve 3 séances comme en 29 ou en 2008, d'accord, c'est que potentiellement on est dans quelque chose de plus grand qu'un simple crack de court terme à la 1987. Voilà, donc c'est seulement une hypothèse de travail pour le moment, mais je pense que ça valait le coup d'être mentionné. Alors je vais continuer avec les statistiques, puisqu'en fait vous allez voir j'ai pas mal de statistiques très intéressantes. Et je vais me focaliser sur la distribution des rendements, donc des indices américains.
Alors pour ceux qui ont fait des statistiques, vous voyez qu'ici on a une distribution donc normale, hein, distribution normale d'une variable x. Ici vous avez mu, donc mu c'est la moyenne de la distribution. Donc si on regardait les rendements par exemple, on pourrait distribuer tous les rendements journaliers par exemple, donc sur cette distribution. Mu ce serait donc la moyenne des rendements historiques au niveau des données journalières, et puis on aurait des rendements très positifs à droite et potentiellement des rendements très négatifs à gauche. Alors il faut garder à l'esprit que la distribution des rendements sur un marché action n'est pas normale en fait, puisqu'on a des rendements négatifs légèrement plus importants que les rendements positifs, même si la moyenne des rendements, donc mu, est positive. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'en fait vous voyez, dans la queue de distribution à gauche, c'est là qu'on va retrouver les cracks, avec un rendement très négatif et potentiellement très violent. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré la distribution des rendements quotidien de l'indice S&P 500, donc de 1960 à 2013. Pour vous donner un exemple, c'est une distribution que j'ai trouvée sur Internet, mais je pense que ça illustre un peu ce qui se passe. Donc vous voyez, vous avez la distribution des rendements, et on voit bien qu'on a une distribution qui n'est pas normale, puisqu'en fait on a une queue très importante à gauche, queue de distribution très importante à gauche. Et donc vous voyez, les cracks vont se trouver dans cette zone, très à gauche dans la distribution, avec des rendements compris entre moins 7% et moins 22%, comme on l'a vu dans la table dans le slide précédent. Et donc en fait, les séances de 2020, on a 3 séances qui se trouvent en fait dans cette queue de distribution à gauche. D'accord? Donc des mouvements de prix extrêmement violents et qui sont très éloignés des rendements habituels. Voilà, donc on n'est pas dans une situation normale, justement. On n'est pas à proximité de la moyenne mu, mais on est dans une situation extrême. Alors, pour les puristes, bien entendu, ici on a mu. Mu, c'est la moyenne de la population. Ici, on n'est pas dans une population, mais on est dans un échantillon, puisqu'on a une période qui va de 1960 à 2013. Et donc ici, on ne parlerait pas de mu, mais plutôt de x bar. Voilà, ça c'était pour les puristes. Alors, on va terminer ici, et je pense que c'est le slide le plus important de ma présentation. C'est-à-dire que on va regarder ici le max drawdown sur l'indice S&P 500. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai calculé à partir de données Bloomberg les drawdowns maximum sur l'indice S&P 500 sur la période 1929-2019 pour nous donner une idée de où est-ce qu'on se trouve par rapport au point bas. Alors le max drawdown, qu'est-ce que c'est? Le max drawdown, c'est en fait la différence entre le dernier point haut et le point bas atteint lors de la baisse. Alors par exemple, si je prends la crise de 2007-2009, vous voyez, on a un point haut en 2007, donc je prends le point haut en clôture mensuelle, puisque ici j'utilise des données mensuelles. Donc je prends le point haut en clôture mensuelle et je regarde ensuite mois après mois, donc à la clôture de chaque mois, quelle est la valeur de l'indice. Et je récupère ensuite la valeur la plus basse avant la remontée de l'indice. Donc par exemple pour 2007-2009, vous voyez, on a un max drawdown de quasiment 57%. Donc l'indice entre le point haut en clôture mensuelle et le point bas en clôture mensuelle est de 57%, le tout sur une période de 17 mois. Et alors ce que je me suis amusé à faire ensuite, c'est de regarder en combien de temps en fait l'indice est remonté à son niveau d'avant crack et d'avant bear market. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les différents cracks boursiers américains. Donc je les ai tous répertoriés un à un. J'ai calculé tous les max drawdown pour tous les cracks. Et vous voyez, j'ai essayé de trouver un catalyseur. Donc le catalyseur, c'est l'événement qui déclenche le crack et éventuellement le bear market ensuite. Donc on va les regarder un à un et puis après on regardera la moyenne et la médiane qui sont des éléments intéressants d'un point de vue statistique. Donc on est ici dans un crack qui vient de commencer en 2020. Le catalyseur, c'est la pandémie. Et pour le moment, on a un max drawdown de 32,90%. Alors ce max drawdown ici n'est pas calculé entre le point haut et le point bas en clôture mensuelle, mais simplement entre le point haut et le point bas. Pourquoi? Parce que ça nous permet quand même de nous repérer par rapport aux autres cracks. La durée du crack est très surprenante puisqu'on a un crack sur un mois avec une ampleur du max drawdown qui est quand même assez surprenante puisqu'en fait on est à moins 32,90%, ce qui correspond à la médiane de tous les cracks que j'ai référencés depuis 1929. Alors, le crack le plus récent et le bear market le plus récent a eu lieu entre 2007 et 2009.
Le catalyseur, c'était la bulle immobilière, donc bulle spéculative sur le marché américain au cours de la décennie précédente. Et on a eu une explosion de cette bulle immobilière avec un max drawdown sur l'indice S&P 500 de quasiment 57%. Durée 17 mois, remontée 49 mois. Donc vous voyez, 49 mois, ça fait à peu près 4 ans. Il a fallu à peu près 4 ans pour passer du point bas donc sur l'indice S&P 500 à un retour au point d'avant-crise, c'est-à-dire aux alentours de 1550 points. Alors, avant ça, on a eu le crack et le bear market de 2000-2002. Donc c'est l'explosion de la bulle Internet. Donc on avait une bulle spéculative au niveau des sociétés Internet, les sociétés qui cherchaient toutes à porter le nom de .com pour pouvoir être mieux valorisées. Alors à cette période, on a eu un max drawdown de 46,28% sur le S&P 500. Comme on l'a vu au début de la vidéo, on a eu un max drawdown beaucoup plus important sur l'indice Nasdaq 100, puisque le marché Nasdaq 100, donc spécialisé sur les valeurs technologiques, lui s'est effondré de 78% environ. Je vous laisserai regarder les durées, je ne vais pas les commenter à chaque fois, on regardera plutôt la moyenne et la médiane ensuite. Alors en 1987, et là on a un crack qui ressemble un peu à celui de 87 comme on l'a vu dans le graphe en début de vidéo. Le catalyseur, c'était un déficit commercial américain surprenant en fait, qui a été annoncé, qui a été très mal pris par le marché, et dans le même temps une remontée des taux de la Bundesbank, donc de la Banque centrale allemande. Le marché s'est mis à craquer, comme on l'a vu, et a perdu 30% en 3 mois, avant de se reprendre en 20 mois environ. Alors en 1980-1982, on a une remontée des taux de la Fed. D'accord, on a une période d'inflation très forte, la Fed remonte ses taux et le marché finit par craquer avec une chute somme toute relative de quasiment 24%. Alors en 1973-1974, on a un catalyseur qui est le choc pétrolier, et donc ça nous ramène également au choc pétrolier actuel, puisqu'en fait en ce moment on a une guerre au niveau du pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc cette fois-ci, choc pétrolier 73-74, les indices actions américains, l'indice action S&P 500 américain chute de 46%. Alors 1968-1970, donc ici c'est dans un contexte de guerre du Vietnam, donc c'est pas forcément un catalyseur en soi, mais on a une explosion des émeutes aux États-Unis. Et donc on a une perte de confiance des consommateurs américains avec une baisse de l'indice S&P 500 de 32,90%. Alors vous voyez, on est sur la même baisse, donc on est à peu près dans la même situation actuellement. La différence c'est qu'en 1968-70, la chute se fait en 19 mois, alors qu'ici cette même chute se fait en 1 mois seulement. Alors avant ça, on a également une chute du marché entre 1961 et 1962, avec comme catalyseur l'invasion de la baie des Cochons. Alors pour tous ceux qui ont suivi des cours sur la guerre froide, en fait on a les Américains qui essayent d'envahir Cuba, donc c'est dans un contexte de guerre froide, et ce qui se passe c'est que le marché s'attend en fait à une escalade du conflit entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, et donc le marché chute de 23%, le tout en 6 mois. Alors avant ça, on a également entre 1946 et 1949 un choc d'après-guerre, avec un marché action américain qui perd 27,3% environ. Et en fait, on a une récession aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains en fait, sont dans le choc d'après-guerre et en fait perdent confiance, sont dans une forme de dépression psychologique qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, mais en fait ça entraîne le marché en récession avec une baisse de la consommation notamment. Alors bien entendu, cette baisse de la consommation ne va pas durer très longtemps, puisqu'après on rentre dans une période de très très forte consommation aux États-Unis. Alors on a également le crack le plus connu, hein, et la crise la plus connue, donc avec le crack de 1929. Donc qui commence en 1929 par un crack, et on a un bear market qui dure jusqu'en 1932, et là on a un marché S&P 500 qui perd 86%. Alors encore une fois, j'insiste ici, c'est qu'on a un marché qui perd 86% mesuré sur des données mensuelles. Ce qui veut dire que si on prend des données journalières, par exemple, on a ici un max drawdown qui est aux alentours de 89%, comme je le mentionne au début de ma vidéo. Donc tout dépend un peu de la manière de mesurer le max drawdown, soit en données mensuelles comme ici dans ce tableau, soit en données journalières comme je les présente au début de ma vidéo. Voilà, mais ça c'est un point de repère excellent. Donc
L'idée ici, c'est de se dire qu'en fait, historiquement, le max drawdown le plus important a eu lieu lors de la crise de 1929, avec une période de crise qui s'est étalée de 1929 à 1932. Alors, réellement, au niveau économique, beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que le marché s'est repris en 271 mois, c'est-à-dire que le marché, le S&P 500 est revenu à son niveau d'avant-crise 22 ans plus tard. D'accord? Donc ça, il faut le garder dans un coin de sa tête. C'est-à-dire que sur les périodes de grave crise économique prolongée, un marché peut ne pas remonter avant une vingtaine d'années. Par contre, pour ceux qui investissent de manière régulière, ce qui est mon cas, ce qu'il est bon de noter, c'est qu'en fait, celui qui investit par exemple tous les mois, qui aurait investi tous les mois à partir de 1929, aurait commencé à être rentable, à avoir des rendements positifs 5 ans plus tard. D'accord? Et non pas 22 ans plus tard. Donc ça, c'est un point important également à garder en tête. Alors, les informations qui nous intéressent le plus ici sont la moyenne et la médiane de ces différents cracks et de ces différents max drawdown. Donc si on prend l'ensemble des max drawdown sur la période 1929-2019, on arrive à une moyenne de baisse de moins 41,46%. Voilà, donc ça nous place un peu cette baisse. Donc on peut encore baisser plus loin si on se base sur la moyenne, avec une durée de baisse d'environ 18 mois, donc de 18 mois en moyenne, par rapport à 1 mois actuellement. Et on a une médiane également de moins 32,90%, donc à comparer au max drawdown actuel, d'accord, qui est identique. Alors enfin, ce qu'on voit également, c'est que basé sur la moyenne et sur la médiane, on voit que la durée des baisses tourne autour de 18-20 mois. Donc ça, c'est un point important. On est pour le moment à 1 mois. Alors il faudra voir si le marché arrive à se reprendre éventuellement avant de redécliner sur une période de 18-20 mois. Ça pourrait être le cas. Si jamais le marché ne parvenait pas à remonter dans cette période, alors ce qu'il faudrait regarder, c'est la durée en mois la plus longue. Et cette durée en mois la plus longue se trouve être la durée qui correspond à la crise de 1929. Alors, bien entendu, on peut aussi imaginer que le marché puisse se reprendre très rapidement. Donc, si c'était le cas, donc parce qu'on a une chute extrêmement rapide, 1 mois, si c'était le cas, le marché pourrait se reprendre éventuellement un peu comme il l'a fait en 1987, c'est-à-dire baisser pendant 3 mois avant de se reprendre, ou éventuellement baisser comme en 1961-62 pendant 6 mois et se reprendre. D'accord? Donc on a vraiment des cracks et des bear markets qui ont des profils totalement différents à chaque fois. Ou alors on se retrouve avec un bear market de longue durée comme en 1929 ou en l'an 2000. Voilà, donc ça nous donne un peu des points de repère quant à la durée potentielle du bear market à venir. On a également des points de repère au niveau de la remontée en mois, puisque vous voyez en moyenne le marché est capable de remonter en 60 mois, c'est-à-dire en 5 ans. Par rapport à son point bas. Et lorsqu'on se base sur la médiane, on voit que cette remontée a lieu en 31 mois. Donc la question, c'est de savoir si cette remontée va être rapide, comme en 1980 par exemple, puisqu'on a une remontée sur les points hauts en 5 mois seulement, ou si cette remontée va être très longue, comme en 1929, puisqu'il aura fallu 22 ans au marché pour revenir sur ces points hauts. Voilà, donc tout ça nous donne quand même des éléments importants. Pour résumer simplement ce qu'on voit, alors pour résumer toute cette information en 3 points. Premièrement, c'est qu'on a un max drawdown déjà qui correspond à la médiane des max drawdown historiques sur le marché actions américain et en particulier sur l'indice S&P 500. Le deuxième point, c'est qu'on a une durée de baisse qui est extrêmement rapide, qui est la plus rapide enregistrée historiquement, puisqu'on est sur une durée de baisse d'1 mois seulement, alors que la durée de baisse la plus faible enregistrée historiquement est de 3 mois. Troisième point enfin, troisième point important, et ça c'est la question à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est est-ce que ce crack correspond en fait à la situation de 1987, c'est-à-dire un crack extrêmement violent avant une remontée assez rapide, ou bien est-ce que ce crack correspond plutôt au choc pétrolier de 73-74, avec également une baisse assez rapide et une remontée beaucoup plus lente, ou bien est-ce qu'en fait ce crack est un mélange de tout ça et correspond davantage à une crise du type 1929, avec dans un premier temps une pandémie suivie d'une crise économique qui pourrait entraîner avec elle une crise financière. Voilà, donc ça c'est la question. Bien entendu, on n'a pas d'éléments de réponse à ce stade,
mais cette vidéo vous permet en fait de replacer le crack actuel en contexte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. J'invite tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, restez prudents. À bientôt.